Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit tout et on s'intéresse aujourd'hui à ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique ou la PNL, une sorte de boîte à outils qui nous permettrait de mieux nous exprimer, de mieux communiquer, d'arriver à nos fins et surtout d'obtenir ce que l'on désire. Mais y penser de plus près, la PNL, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est une façon de reprogrammer le cerveau de son interlocuteur? Faut-il se méfier de la PNL ou au contraire exploiter ses rouages? On vous dit tout dans quelques instants. Et puis ensuite, l'interview santé sera consacrée aux troubles de la thyroïde, les signes à connaître avec l'endocrinologue Jamila Rendi. La PNL, c'est quoi? Eh bien, on en parle tout de suite avec vous. Yasmina Roulami, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Merci plateau. à vous. Vous êtes consultante en conduite de changement. Et puis Zakaria Rachad, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et enseignant certifié en PNL. Exactement. Alors, on y va pour l'explication de cette thématique. La PNL, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, une expression qui fait quand même peur, hein, programmation neurolinguistique, c'est du lourd. Est-ce que c'est du lourd? En fait, on va simplifier tout ça. Et pour commencer, on va commencer peut-être par un exemple concret. Oui. Peut-être qu'on peut, chacun d'entre nous, les êtres humains, on peut le rassembler à une lune. C'est-à-dire qu'il a une partie éclairée et il a une partie un peu sombre, Oui. avec quelques différences, avec quelques... Alors, dans la partie éclairée, en fait, c'est tout ce qu'on fait naturellement. Ce sont toutes nos compétences et comment on les fait. Par contre, la partie sombre, si on fait tout ce qu'on fait aussi, mais d'une façon programmée, mais qui ne nous serve pas. Prenons par exemple l'exemple d'un enfant, quand il était encore bébé, et qui voulait commencer à marcher. Oui. Au départ, c'était difficile, vous vous doutez. Donc, il fallait faire un premier pas, ensuite un deuxième pas. Il fallait tenir son équilibre avant d'apprendre à marcher. Mais avec le temps, ça devient en fait naturel de marcher. Oui. En fait, il suffit de se dire « je marche » et je me mets debout et je marche. Je ne vais pas faire attention à toutes les étapes de se tenir debout, de mettre la main, le pied droit, ensuite le pied gauche, tenir son équilibre pour ne pas tomber. Ensuite, ça devient donc un programme inconscient. Absolument. De la même façon, lorsqu'on a commencé à apprendre à conduire, au départ, c'était difficile de synchroniser entre les mains, les pieds et tout ça. Oui, après ça devient automatique. Le Après, vélo ça- aussi. Ah, le Ouais, vélo la aussi, conduite, exactement. La conduite, absolument. Exactement. Après, donc, c'est quoi? C'est de la programmation. Donc, c'est un ensemble d'étapes pour arriver à maîtriser quelque chose. Donc, à un certain moment, ça devient inconscient. Donc, on devient inconsciemment compétent. Inconsciemment compétent de faire ce programme-là. ce programme. Mais peut-être qu'on va décortiquer l'expression. C'est ça. Alors, programmation. Pardon, Yasmina, Non, allez-y. non, juste avant, vous disiez, est-ce que c'est une expression qui fait peur? Oui, absolument. Mais en fait, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ignore et tout ce qui nous est étranger, finalement, parce que c'est pas étranger, c'est juste ça nous est étranger, ben, ça nous fait peur. Ça nous fait peur, ça nous intrigue, et puis quelque part, ça nous attire aussi. Mais en même temps, ce qui fait peur aussi, c'est l'appellation. Programmation, on se dit, Oui. est-ce qu'on nous manipule? Oui. Neuro, ah, ça c'est les neurones. Les- Linguistique, ça passe par les mots. Donc, est-ce qu'il y a une forme de manipulation par les mots? Et si vous permettez, on décortique l'expression programmation. D'accord. Alors, programmation, en fait, c'est comme j'avais expliqué, c'est notre façon d'être programmé pour faire des choses. On les fait d'une façon inconsciente. Donc, vous imaginez que lorsqu'on veut marcher, on est programmé pour marcher. Oui. Lorsque, par exemple, quelqu'un il voudrait prendre la parole en public, c'est aussi un programme qu'il exécute. Donc, pour simplifier le mot programmation, je dirais que l'être humain, c'est comme une machine, comme un disque dur, dans lequel on a plusieurs CD. Sur chaque CD, on a un programme qui est écrit. Donc, l'inconscient, pour faire quelque chose, il suffit d'aller faire play sur le CD pour exécuter le programme. Que ça soit positif ou C'est pour négatif. ça qu'on l'appelle programme. C'est pour ça qu'on appelle programmation. Et aussi parce que l'un des créateurs de la PNL, C'est qui ça. sont des Américains, Richard Bandler et John Grinder, l'un d'eux, c'était un informaticien. Donc voilà, il a gardé le jargon Il a gardé informatique. le jargon. Informatique. Neuro, pourquoi Yasmina? Neuro, parce que c'est le cerveau. On est en train de parler du cerveau humain, on est en train de parler de nos programmations par rapport à finalement notre moteur, c'est ce qui nous conduit. Ouais. Et donc ça fait peur effectivement parce que c'est neuro, on se dit mon Dieu. Mais non, c'est des choses complètement acquises
qu'on fait au quotidien sans s'en rendre compte. Et c'est notre cerveau qui les dirige, forcément. Et linguistique, programmation neuro-linguistique. Et linguistique, eh ben, c'est parce que ce qu'on a programmé finalement, ce qu'on a appris à notre cerveau à faire de manière consciente ou inconsciente, on va le manifester comment? On va le manifester par une façon d'être, on va le manifester par une façon d'agir, de penser déjà, d'agir, et puis finalement de parler, que ce soit en verbal ou en non-verbal. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie linguistique, parce que les créateurs de la PNL ont quelque part dépioté toutes ces programmations, ils ont dépioté aussi nos cerveaux, ils ont dépioté la façon qu'on a de s'exprimer, qu'elle soit justement verbale ou non verbale. Et après, ça va très très loin dans ce dépiotement. Mais oui, justement, parce que ces gens se sont inspirés de plusieurs spécialités pour mettre en place, on va dire, ce code qu'est la programmation neurolinguistique. Mais à vous entendre, en fait, on est déjà d'emblée programmé neurolinguistiquement, en fait. Sans connaître peut-être les rouages ou les outils de cette boîte à outils qu'est la PNL. Vous l'avez dit, par exemple, un enfant, au début, c'est 4 pattes, ensuite, petit à petit, il apprend à marcher. Eh bien, la même chose pour les autres actes de la vie. On est programmé petit à petit à les faire. C'est quoi la particularité de la PNL? En fait, la particularité de la PNL, c'est qu'avec le langage, on arrive à décortiquer notre programmation interne. C'est-à-dire la façon avec laquelle on réagit aux événements, il diffère d'une personne à une autre suivant nos valeurs, nos croyances limitantes et plein d'autres choses qui font qu'on programme intérieurement dans notre cerveau ces apprentissages-là d'une certaine manière. Donc avec la PNL, avec le langage verbal... On intègre des process? Comment? On intègre des process? On intègre des process et on les programme intérieurement. Avec le langage, on arrive à décortiquer ce programme-là, d'accord, avec des stratégies bien élaborées en PNL et qui nous permettent par la suite de faire des petits changements sur ces programmes-là pour atteindre des objectifs vraiment magnifiques. Alors justement, est-ce que... Avec des techniques. Avec des techniques. Donc il y a des techniques. Parce que déjà, en fait, on parle, et je crois que c'est très abstrait encore. Oui. En fait, la PNL, ce sont des outils. Ce sont des outils qui vont nous permettre de comprendre nos programmations existantes, de comprendre notre cerveau et la façon dont il fonctionne, et celui des autres, bien sûr. C'est important de se connaître lorsqu'on va vers la PNL? D'abord, c'est primordial. Et je pense que souvent, ce sont les gens qui sont dans une démarche justement d'apprentissage de soi, après des échecs, après des épreuves dans la vie généralement, ou pour une reconversion, que sais-je, parce que c'est à la mode. Mais souvent, c'est des gens effectivement qui sont là pour un travail sur eux-mêmes. Soit on se remet en question, soit on est dans un virage, soit on est en train de faire un changement dans sa vie, et donc on se pose des questions sur soi-même. Et la PNL, est un outil qui va aider à aller décortiquer tout cela. Parce qu'on pourrait croire que la PNL est orientée uniquement pour sa communication avec les autres. C'est-à-dire un spécialiste en PNL pourrait, on va dire en quelque sorte, manipuler par le langage, par le verbal et le non-verbal. Alors que vous dites, la PNL aide avant tout la personne elle-même. Par rapport, c'est primordial. Oui. En tout cas, à mon sens, il est primordial de se connaître d'abord, de dépioter ses propres programmations, la façon dont on fonctionne, pour pouvoir effectivement comprendre l'autre. Et quand on dit communiquer, d'ailleurs, le mot même qui vient du latin communicare, c'est ça, c'est communier, c'est partager à l'autre, aller vers l'autre et se comprendre. Vous êtes d'accord, Monsieur Rachad, dans la mesure où la PNL n'est pas uniquement pour les autres, mais aussi pour soi? En fait, avant de rayonner, c'est-à-dire d'aller vers les autres, il faut d'abord faire un travail profond sur soi. Parce que dans notre vie, chacun d'entre nous, il est passé par des épreuves difficiles. Il est passé par des traumatismes dans sa vie qui font qu'il est programmé d'une certaine manière qui l'empêche aujourd'hui d'atteindre des objectifs plus grands. D'accord? Donc le fait de faire un travail profond sur soi, ça va nous permettre d'abord de nous aider nous-mêmes avant de pouvoir aider les autres. D'accord? Quand vous dites des traumatismes graves, certains pourraient se dire non, moi je n'ai jamais rien vécu de dramatique. Ça veut dire quoi, traumatisme? Quelque chose qui peut façonner, sculpter la personne? C'est une bonne question. Et pour répondre à votre question, je peux donner un exemple concret. Comme ça, on peut se comprendre. Imaginez un petit enfant qui a l'âge de 4 ans, par exemple. Il est en train de marcher dans la rue
et tout à coup, il voit devant lui un autre enfant venant, portant par exemple une chemise rouge. Ben, en s'approchant de lui, il le frappe. Il part. 2 ans après, toujours le petit enfant qui a aujourd'hui 6 ans, il est en train de marcher dans la rue, il y a une bicyclette rouge qui le frappe encore. Et un troisième incident à l'âge de 7 ans, toujours comportant le rouge, il le frappe, il part. En fait, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, par exemple, imaginez que cet enfant-là, il a grandi. Oui. Aujourd'hui, c'est un cadre en entreprise, il prend de la parole en public, et il veut exceller, il veut réussir dans la vie. Mais en fait, il a oublié ces différents incidents. Alors que notre inconscient, en fait, il n'a pas oublié. Parce que la caractéristique principale de notre inconscient, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le présent et le passé. Okay. Pour lui, ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est comme si ça s'est passé il y a juste 2 secondes. D'accord. Donc, l'impact est encore fort. L'impact est encore là. L'impact inconsciemment. Inconsciemment, C'est-à-dire bien consciemment, sûr. il ne se souvient pas. Oui. Mais dès qu'il est dans une réunion, par exemple, qu'il voit le rouge, tiens, Justement. s'il est programmé négativement, ben, automatiquement, son inconscient, il va vouloir le protéger. Il va lui dire, fais attention, il y a le rouge. Pour lui, il ne comprend pas. Mais pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole en public? Pourquoi je suis stressé? Pourquoi je suis mal à l'aise? Oui. Pourquoi je suis mal à l'aise? Parce qu'il n'a jamais dépioté justement tout ça. Ah, Et dans un travail avec de la PNL, par exemple, où on utilise énormément d'hypnose conversationnelle, D'accord. ça on n'en a pas parlé, eh bien, on va justement aller travailler avec des outils, avec des petites techniques, et on peut très bien faire ressurgir et ressortir cet incident dont il parle quand l'enfant avait 4 ans ou 5 ans. Donc, en fait, une personne qui viendrait vous voir pour un problème de prise de parole en public, Tout à fait, c'est un excellent exemple. voilà, en fait, quand vous allez faire le travail, vous Ça va allez ressortir. retomber à une problématique. Et à partir du moment où on la verbalise, elle s'efface? Non, ce serait trop facile. Ça serait trop facile quand même. Mais la prise de conscience déjà est quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, on le voit avec les personnes qu'on accompagne, que ce soit en entreprise ou pour les particuliers. Des moments comme celui-ci, où par exemple une personne s'est souvenue d'un événement quand il avait 4 ans, qu'il avait complètement oublié. Il sait que c'est réel, puisque au moment où il s'en souvient, où ça ressort de son inconscient, Par il l'hypnose. se dit oui, c'est une des techniques. Soit des techniques de PNL pure, soit effectivement par des techniques d'hypnose ou combinées. D'accord. Et je voudrais aussi ajouter que Bien sûr. souvent en coaching, ce qu'on appelle ça dans ce que vous venez de nommer, quand quelqu'un vient par exemple me voir parce qu'il a besoin de travailler sur sa prise de parole en public, il vient avec une problématique, c'est ce qu'on appelle l'arbre, mais souvent il y a un arbre qui cache la forêt. Ouais. Donc lorsqu'on commence à piocher, on trouve qu'en fait, c'est pas le problème n'est pas l'arbre, mais c'est la forêt. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste suivre, parce que ce qui traverse l'espace, c'est l'émotion. Donc on peut suivre cette émotion-là, ce malaise qu'il ressent en prenant la parole en public et aller traverser le temps, dans sa ligne du temps, pour aller vers la première fois que cette émotion négative est apparue. Et généralement, ça apparaît avant l'âge de 6 ans. Mais c'est un peu de la psychothérapie, tout ça. Mais un des fondateurs de la PNL l'était. D'accord. Il était psychothérapeute. Mais c'est déontologique quand même de ne pas être psychothérapeute de formation et d'utiliser peut-être, de faire de l'analyse, parce que c'est un peu de l'analyse que vous faites. Est-ce que les spécialistes en PNL peuvent déontologiquement faire de l'analyse psy? C'est tout un sujet, la Voilà, déontologie. justement. C'est vraiment tout un sujet. Je pense qu'il faudrait une émission pour ça. La question est de dire, en fait, aujourd'hui, des psychanalystes ou des psychothérapeutes utilisent des outils de PNL. Parce que finalement, c'est du bon sens. Qu'est-ce que c'était? C'était les techniques, par exemple, pour l'hypnose, c'était des techniques qui étaient utilisées aux États-Unis à l'époque avec des patients, des psychothérapeutes et des psychanalystes. C'était ça aussi. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière, vous voulez dire? Oui, il n'y a pas de frontière, et puis ce sont des outils, une fois encore. Oui. Et quand vous parlez d'analyse, c'est ça, je pense que c'est un raccourci. Voilà, oui. c'est un raccourci. En général, des personnes qui vont chez des spécialistes en PNL ou des coachs, etc., ils y vont pourquoi? Ils y vont pour un objectif solution. On n'est pas là pour ressasser le passé, pour faire une vraie analyse, parce qu'effectivement, c'est un métier, et il y a des spécialistes pour ça. Et à part un charlatan, un bon coach ou un bon accompagnateur, un consultant, ne devrait pas et ne le ferait pas. D'accord. Maintenant, voilà, on sait très bien qu'il y a de tout, il y a des dérives partout.
surtout aujourd'hui dans cette discipline justement, parce qu'il y a à boire et à manger, parce qu'il n'y a pas assez de réglementation, mais encore, c'est un autre sujet. On revient à cet exemple, si vous permettez, Monsieur Lachette. Oui. Comment cet homme, aujourd'hui, comment vous allez le reprogrammer ou comment il va se reprogrammer pour effacer la programmation, le rouge qui pose problème, l'association rouge, couleur rouge, situation avec délicate. l'état interne, Voilà. Comment vous allez faire cette programmation? En fait, d'abord, j'aimerais aborder un concept PNL qui dit que chacun d'entre nous, il a les ressources nécessaires pour réussir dans sa vie. Donc, ce qu'on fait en remontant dans le temps, c'est d'aller installer cette ressource-là qui manquait à l'âge de 4 ans ou 6 ans à cet enfant. Alors qu'à l'âge adulte, cette ressource-là, il l'a. Donc, c'est un travail, c'est un retour vers le passé pour aller installer une ressource que la personne n'a pas et de faire revivre à cette personne-là cette expérience traumatisante avec cette nouvelle ressource. C'est un outil. C'est un outil, oui. Ça s'appelle comment? C'est avec des ancrages. Avec des ancrages. C'est un ancrage de ressources. C'est de façon consciente ou inconsciente? Ça peut être les deux. Ça peut être mais les toujours, deux. il est conscient, la personne, il est conscient. Consciente. Mais on fait appel à l'inconscient pour faire remonter cette expérience-là, pour revenir vers le passé. Vous n'endormez pas la personne, vous ne l'hypnotisez pas. Non. Même sous hypnose, la personne elle reste consciente. On ne parle pas d'hypnose de spectacle, c'est une hypnose thérapeutique. Alors on va parler de l'ancrage, parce que c'est ça qui est important. C'est quand le problème est diagnostiqué, qu'on a mis le doigt sur le nœud, eh bien on peut changer grâce à ce que vous appelez, vous les spécialistes de la PNL, l'ancrage. Entre autres. Entre autres. Mais c'est un terme qui revient très souvent en PNL. C'est un outil. C'est encore une fois un outil. Ok. Alors, justement, ce qui me pousse à vous poser cette question, est-ce que c'est la PNL, c'est le mode d'emploi du cerveau? Vous en pensez quoi, Yasmina? Je pense que c'est une façon, un des outils qui nous permettent de mieux connaître notre cerveau. Et quelque part, si je reprends juste mon parcours, j'ai commencé là-dedans avec la PNL. Mais simplement, la PNL m'a donné envie ensuite d'aller décortiquer d'autres choses, d'aller chercher d'autres méthodes, d'autres outils complémentaires, que ce soit l'hypnose, que ce soit les constellations familiales, où on va aller travailler sur le passé familial. Familial, oui, absolument. Etc., etc. Donc pour moi, ce n'est pas la méthode pour connaître le cerveau, c'est un outil qui permet de mieux comprendre. Un outil qui permet de mieux comprendre. Alors justement, comment on peut déprogrammer une pensée négative, un ancrage négatif en ancrage positif? Okay. Alors, pour ne pas trop mettre le focus sur l'ancrage comme étant la technique qu'on utilise, j'aimerais aborder un concept des niveaux logiques qui a été créé par Mais on répond Robert à ça Dilts. Et après on revient après. Oui, je reviens. Oui, bien sûr. Reviens. Alors, lorsque on veut comprendre, par exemple, si quelqu'un a un problème de prise de parole en public, ce n'est pas toujours l'ancrage qui sera nécessaire, parce que si on ne fait que l'ancrage, on aura des résultats, on va dire, qui seront limités dans le temps. 2-3 mois, ça va aller bien, mais après, ça va rechuter. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est de faire un bon diagnostic. Et un diagnostic pour aller connaître la cause du problème, d'une problématique, on va se référer au niveau logique pour aller situer la cause du problème dans l'un des niveaux. Donc, on peut avoir l'environnement. Il peut venir de notre environnement. On peut avoir des causes de problématiques qui sont comportementales. On peut avoir des causes... On peut détailler environnement, comportemental, ça veut dire? D'accord. Alors, pour l'environnement, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer en affaires, en entrepreneuriat, mais il y a son environnement, son entourage proche qui le décourage pour le faire. Oui. Non, c'est difficile, tu ne peux pas réussir. Donc ça, c'est un problème environnemental qui nous bloque aujourd'hui pour aller vers ce qu'on veut. On peut aussi avoir des problématiques comportementales, c'est-à-dire que c'est dans notre façon de faire les choses. On fait les choses, oui, mais on les fait mal. On les fait on les fait pas de la bonne manière. D'accord. Donc en ça, tout c'est cas, comportemental. pas de la manière optimale pour nous-mêmes. C'est ça qui est important, parce que ce qui est mal pour moi peut être bien pour vous. Oui. Donc je remonte un peu plus dans la pyramide des niveaux logiques. Ensuite, il y a tout ce qui est stratégie et capacité. C'est-à-dire, est-ce que là, par exemple, quelqu'un vient me voir pour une problématique de réveil. Il n'arrive pas à se réveiller le matin pour aller au travail ou pour aller faire du sport. Donc, c'est quoi la stratégie qu'il met en place, stratégie interne mentale qu'il met en place pour atteindre cet objectif, pour se réveiller? Est-ce qu'il reste connecté à son émotion de bien-être au lit? Ou bien non, il va se connecter à l'émotion d'aller travailler, de performer? Donc, c'est toute la différence. Et si on remonte encore plus dans les niveaux logiques, on va retrouver par exemple tout ce qui est croyances limitantes.
Donc, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il y a des croyances qui le limitent? Est-ce qu'il se dit, je ne pourrais pas réussir, je ne suis pas fait pour ça? Dans ma famille, personne n'a jamais fait d'études, n'a jamais réussi. Ou bien c'est un problème de valeur. Est-ce que c'est une valeur qui l'empêche aujourd'hui pour aller vers atteindre son objectif? Est-ce qu'il a une valeur, par exemple, qui se dit... Donc c'est face au niveau, qu'ensuite vous allez sortir un outil plutôt qu'un autre. Exactement. Il y a un outil et de la personne. Et de la personne, bien sûr. C'est voilà, c'est à la carte. En fait, oui, c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment personnalisé. Si deux personnes viennent me voir pour la même problématique de prise de parole en public, ben, le diagnostic, ce n'est pas le même. D'accord. Oui, Yasmina? C'était pour revenir à l'exemple que Zakaria a pris tout à l'heure, par rapport aux stratégies. La personne qui ne se lève pas le matin, par exemple. Mais en fait, inconsciemment, elle a développé une programmation, une stratégie. Sa programmation, c'est quoi typiquement? C'est que le réveil sonne, elle fait une grimace, elle se dit en 30 secondes, j'ai encore 5 minutes, elle change l'heure de son réveil, et voilà. Et tout ça, on peut le disséquer en X actions, on va dire, qui font sa stratégie actuelle aujourd'hui, qui est une stratégie qui limitante, qui l'empêche d'avancer. Et avec la PNL, avec certains outils, des techniques en particulier, on va aller changer cette programmation. Comment, justement? Est-ce que les personnes qui nous suivent maintenant peuvent y arriver seules? Cette histoire de réveil, c'est, on va dire, une problématique très large et qui touche beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut reprogrammer son réveil vraiment au sens large? C'est sûr que ça prend une certaine connaissance de base pour savoir en termes de stratégie comment disséquer, comment répartir la stratégie en premières petites étapes, à savoir qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il ressent. Donc il faudrait qu'un spectateur sache ce que c'est. Il a envie de dormir un peu plus. Ce qui est le mode d'emploi finalement. En fait, il a besoin de ce petit mode d'emploi. Alors que si votre question est est-ce qu'il peut le faire tout seul? Oui, avec des petits guides qui vulgarisent ou qui Mais là, on ne peut pas dire aux gens voilà comment vous pouvez vous reprogrammer pour mieux vous réveiller le matin. On peut faire cette expérience, oui. On peut le faire? On peut faire un exemple. Rapidement, mais on ne va pas aller dans le détail. Eh bien, justement, on revient sur ce point en particulier juste après une courte pause. Restez avec nous sur Médiane TV. À tout de suite. Allez, nous sommes revenus pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la PNL, la programmation neurolinguistique. Et je suis en plateau avec Yasmina Roulami et Zakaria Rachad. Et justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons reprendre la définition pour vous. Yasmina Roulami, on rappelle pour les téléspectateurs, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, la PNL, une définition? D'accord. Zakaria a donné la définition stricto sensu. Moi, je vais peut-être vous donner ma définition, en fait, ma vision de la PNL, comme moi je l'ai étudiée et aujourd'hui ce que ça m'apporte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en PNL, on parle de la carte du monde, que chacun a sa carte du monde. Et en fait, sa carte du monde, c'est ce que je viens de vous dire, c'est sa vision propre, c'est ma représentation du monde, des choses qui m'arrivent, un tas de choses. Et donc, ma représentation du monde, ma carte du monde à moi, elle est basée sur quoi? Elle est basée déjà sur mon environnement. Où est-ce que je suis née? Qui je suis. Et ensuite, elle est basée sur mon vécu, mon histoire. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? La petite histoire tout à l'heure qu'a raconté Zakaria du petit t-shirt rouge, qui est anecdotique, mais qui a tout son sens. Absolument. Donc, tous ces vécus, toute mon histoire fait partie de ma carte du monde. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est mon vécu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce qu'il fait de moi aussi? C'est ça, qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce qu'il fait de moi. Donc comment je l'ai quelque part transformé. Donc, si je schématise pour revenir à la définition, donc c'est comment j'ai programmé mon cerveau, en gros, schématiquement, c'est comment, depuis toutes ces années, depuis que je suis née, avec mon histoire, ce que j'en ai fait, comment mon cerveau s'est auto-programmé quelque part à réagir, que ce soit pour se réveiller le matin, que ce soit vis-à-vis des autres, donc dans mon comportement, mon rapport aux autres, mon rapport au couple, dans un couple, avec mes enfants, etc. Et puis, qu'est-ce que ça donne finalement en termes de communication, en termes de langage, de ma manière d'exprimer, ma manière d'être,
ma manière de. Mais quand on a pris conscience de tout ça, on fait le bilan. Est-ce que ça me convient? Exact. Et qu'est-ce que je dois changer? Oui. Et qu'est-ce que je dois changer? C'est vraiment, c'est ça le plus important, c'est comment y arriver. Oui, c'est le grand saut. C'est le grand saut. L'exemple de tout à l'heure, l'idée du réveil, bon, c'est vrai que c'est, on va dire, un instant T de la journée qui est très banal, mais qui peut poser beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Un réveil difficile le matin peut même gâcher des carrières. Oui, et puis si on va un peu plus loin, pour des problématiques qui touchent beaucoup de gens, c'est se réveiller le matin pour aller au sport. Moi, je trouve que ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Oui. Ou se réveiller le matin pour prendre son temps. Oui, c'est ça. Avant de démarrer sa journée, pour ne pas la démarrer sur les chapeaux de roue. Alors justement, comment on peut se reprogrammer à mieux se réveiller le matin? Très bien. Alors, grâce à la PNL, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, allons déjà analyser comment on se réveille. C'est-à-dire que lorsqu'on dort, souvent, qu'est-ce qui nous réveille? C'est soit le réveil, soit quelqu'un qui vient nous réveiller. Oui. Si on prend l'exemple du réveil, donc pour nous, une fois que le réveil se déclenche, pour nous, donc, pour analyser la stratégie, c'est un auditif externe. D'accord? Donc, c'est un auditif qui vient nous réveiller. C'est un signal auditif externe. C'est un signal auditif. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les yeux. Le fait d'ouvrir les yeux, c'est kinesthésique. Donc, c'est ça la stratégie, c'est kinesthésique. Qu'est-ce qu'on fait après? Généralement, on regarde la montre. Oui. On se connecte à un ressenti de vouloir encore dormir. Oui, un ressenti interne. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis un dialogue interne. Je vais juste ajouter 5 minutes. Après, je règle l'horloge, le réveil sur une autre. Maintenant, il se règle tout seul. Si c'est tout seul, c'est mieux. Tant mieux. Et encore, c'est plus difficile pour se réveiller. Donc après, il sonne. J'ouvre les yeux. Le dialogue interne. Le même processus. Le même processus qui revient plusieurs fois. Donc c'est ça la stratégie réelle. Alors pour identifier si c'est une stratégie d'échec ou bien une stratégie de réussite, ce qu'on regarde, on fait attention, est-ce qu'il y a des choses, des stratégies qui reviennent, des boucles. Donc si à chaque fois on retrouve qu'il y a un ressenti interne, un kinesthésique interne qui revient tout le temps, ben là on sait que ce n'est pas une stratégie efficace. Alors nous, pour changer cette stratégie-là, on va dire voilà, dès que le réveil sonne, donc il y a un auditif externe, au lieu de se connecter sur ce que je ressens, ou bien sur le ressenti actuel qui fait que je veux encore plus dormir, ben, je vais reprogrammer mon cerveau pour se connecter sur la journée. Qu'est-ce que j'ai, quelque chose de plaisir que j'ai à faire durant la journée? Si c'est par exemple faire du sport, je vais me voir, visualiser, donc c'est un visuel interne, je me vois en train de faire du sport, je ressens ce plaisir-là de faire du sport et de prendre peut-être la douche après. Donc du coup, je casse ce schéma-là interne, d'accord, pour aller sortir. C'est pas stressant de se dire bon, il faut que je pense à un truc positif, il faut que je pense à un truc positif. C'est pas stressant? Non, en fait, en le répétant, ça devient programmé, ça devient naturel. On le répète au réveil ou on le répète avant de dormir? C'est avant de dormir. Avant de dormir. Ouais. On répète la stratégie qu'on voudrait adopter en se réveillant. C'est un entraînement. Et l'entraînement est très important en PNL. Exactement. C'est ça? Comme pour tout. Comme pour tout, c'est vrai. En fait, je vais vous donner un exemple. On peut très bien consommer de la PNL. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup. C'est un phénomène de mode. Tout le monde s'est mis au développement personnel. C'est vrai. On a vraiment, il y a à boire à manger. Et là, quand vous parlez de déontologie, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Il y a une question de légitimité. Il y a une question de oui, est-ce que je suis apte moi-même à accompagner des personnes ou non? Un professionnel va le dire. Il va dire ça, je ne suis pas apte. D'accord. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc là, on est vraiment en train de concrétiser la PNL pour les téléspectateurs. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Est-ce qu'il y a des célébrités qui ont utilisé les rouages de la PNL pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce qu'il en existe? Il y en a certainement. On n'est pas dans leur petit secret. Mais vous avez la possibilité de le détecter, le avant-après peut-être? Tout à fait. On le détecte aussi, par exemple, dans les discours des politiques. Quand je suis avec mes étudiants et qu'on est en train de faire de la communication politique et de disséquer justement, il y a des exemples de discours, dont ceux de Obama, par exemple, qui sont truffés de techniques et d'outils de la PNL et d'hypnose conversationnelle. D'hypnose conversationnelle, ça veut dire quoi? Oui, l'hypnose conversationnelle et la PNL, en fait, c'est lié. C'est très lié. Ça fait peur quand même, hypnose conversationnelle. Ça veut dire que certaines personnes arrivent à hypnotiser d'autres personnes pour les attirer? Oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, oui, ça fait peur. Mais c'est magnifique. Ce sont des mots qui font peur. Mais vous savez, c'est comme pour tout. On peut l'utiliser à bon escient et on peut l'utiliser, comme vous dites, pour manipuler. De manière malveillante. Alors ça donnerait quoi, par exemple, maintenant, si on devait donner un exemple? De manipulation? Oui. Pas de manière positive. Ah, positive. D'hypnose
d'hypnose positive. Mais en fait, c'est dans la discussion. C'est que, par exemple, on donne une des techniques. Une des techniques, par exemple, c'est d'arriver, de commencer une conversation avec quelqu'un que vous avez envie d'acquérir à votre cause, on va dire, en commençant à lui donner une série de yes set, ce qu'on appelle les yes set. Ça veut dire un set de oui. Oui. Et comment ça se manifeste? Je vais vous poser des questions complètement banales auxquelles, bien sûr, je connais les réponses. Et donc, je vais vous dire, vous êtes là sur ce plateau. Oui. Vous me dire oui. On est à Rabat. Il fait oui. Enfin, je donne des idées. Voilà, je prends un exemple facile. Et puis, je continue. Mais au bout d'un moment où le cerveau a dit oui, 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 3-4 fois, je vais finir par dire oui. Je vais venir glisser une demande. Voilà. Oui, ça c'est bien pour je schématise. Oui, mais c'est bien pour les fundraising. Entre autres. Entre autres, c'est bien. Hein. Après, il ne faut pas qu'ils aient eux-mêmes ces techniques. Mais très honnêtement, plus sérieusement, les techniques, elles sont là. Elles peuvent être effectivement utilisées positivement ou négativement. Le reste, c'est vous, c'est mon intention. Quelle est mon intention derrière tout ça? Quelle est mon intention quand je vais voir quelqu'un spécialiste de la PNL? Ou quelle est mon intention quand je vais me former à la PNL? Ou quand je vais accompagner des gens? Après, on en revient au savoir-être, finalement. C'est un savoir-faire. Devenir des orateurs hors pair, la PNL est importante. La PNL est un outil qui aide, parce que moi, vous l'aurez compris peut-être, j'insiste en disant que ce n'est pas la clé miraculeuse, que ce n'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas important tout seul. Je pense que la PNL, seule, on peut faire, je reviens, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. On peut très bien consommer du développement personnel, consommer de la PNL. Donc, on va aller multiplier les stages, les formations, etc. Mais si vous ne l'appliquez pas, si ça ne se transforme pas en action concrète, même ceux qui sont formés, etc., ne respectent pas. Oui. Vous croyez que moi, en tant que spécialiste de la PNL, je l'utilise tous les jours et j'arrive à avoir des stratégies exceptionnelles, donc je ne m'énerve pas, je ne râle pas au volant, etc. Vous râlez, vous vous énervez? Je râle, je m'énerve, je suis humaine. Simplement, j'en ai conscience, je connais les programmations et puis je joue dessus dans la mesure du possible. Alors, vous me parliez aussi du cas de Walt Disney. Ouais. Ah oui. Alors ça, je crois que c'est un bon exemple d'utilisation de la PNL. Oui. Alors, et de la réussite de la PNL. De la réussite de la PNL. En fait, Walt Disney, c'était un entrepreneur américain qui a été connu par sa créativité. En fait, il a fait des fortunes, il a vraiment eu des idées géniales dans son temps. Et ce qu'il faisait, lui, pour être créatif, parce que vous savez, en fait, ce qui nous bloque aujourd'hui pour créer, c'est les doutes par rapport à la réussite de nos idées. À chaque fois qu'on a une petite idée, dès sa sortie, on la bloque derrière. On dit non, c'est pas réalisable. Et ça vient d'où tout ça? Ou bien c'est difficile. C'est notre cerveau. On est programmé comme ça. De tout ce dont il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'environnement, la culture, ce qu'on a entendu quand on était petit, parce que c'est surtout ça c'est très important. C'est pour ça que maintenant je travaille avec les enfants. On prévient les blessures des adultes. Donc la technique de créativité, c'est quelque chose qui est très bien pour les entrepreneurs et en entreprise pour aller trouver des idées géniales. En fait, si je reviens à Walt Disney, en fait, ce qu'il faisait lorsqu'il avait une équipe, d'accord, avec laquelle il travaillait, et en intervenant ces équipes-là, il disait qu'à chaque fois, il n'arrivait pas à savoir lequel de Walt Disney était là. Parce qu'une fois, il était créatif, c'est-à-dire c'était vraiment le brainstorming, c'était la personne, en fait, le rêve qui se manifestait. C'était le rêveur. Une fois, c'était le critique. Il était là vraiment pour tout critiquer. Et une fois, c'était le réalisateur. Alors, en fait, plus clairement, la technique de créativité de Walt Disney, ça consiste à aller, au départ, contacter le rêveur. Le rêveur, c'est la personne, c'est la partie de nous qui va rêver, sans tenir compte des contraintes ou bien de la réalisation. D'accord? Donc, on va déballer tout. Et une fois qu'on aurait terminé, on va passer à une autre partie de nous qui va jouer le rôle du critique, pour aller critiquer le rêveur, pour aller éliminer tout ce qui n'est pas réalisable. Et une fois que c'est critiqué, donc au lieu, par exemple, de 10 actions, on va se retrouver avec 2. Après, on va aller retrouver l'autre partie qui est le réalisateur. D'accord, celui qui est réaliste. Qui reste et qui réalise l'action. Oui. Donc les 2 actions qui restent sur 10, c'est lui qui va les réaliser. Ok. Voilà. Yasmina, vous voulez rebondir sur l'exemple? Oui, parce que je l'aime beaucoup. Oui. En fait, ce qu'il a fait Walt Disney, c'est qu'il en avait marre que son côté rêveur
et que son côté réalisateur ou critique l'empêche finalement d'avancer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé mettre, on va dire, 3 pancartes. Trois bureaux, en fait. Dans le premier bureau, il a mis bureau du rêveur. Vraiment? Oui, vraiment. Vraiment, il a fait ça? Oui, oui. Le deuxième, c'est bureau du réalisateur. Et le troisième, bureau du critique. Et plutôt que de penser à son projet dans sa globalité, c'est-à-dire problématique, rêve, créativité, critique, tout compris, ou tout se mélanger, finalement, il n'avançait pas, qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il est entré dans le bureau du rêveur. Ouais. Et là, c'était nos limites. Non, mais nos limites. Ouais. C'est là que Walt Disney a développé les 3/4 de son empire qu'on connaît aujourd'hui et qui perdure. Donc, c'était nos limites. Il est allé au bout de son rêve. Il n'y avait ni banque, ni problématique, ni comment on réalise, ni rien. Il s'est donné. Voilà. Il a donné le maximum à son rêve. Ensuite, il est sorti. Le lendemain, ou peut-être après-midi, il va dans le bureau du réalisateur. Et là, il met une casquette de réalisateur. Là, on ne rigole plus, on est pragmatique, on est carré, on oublie le rêve 1 minute et on se concentre en fonction de ce qu'il a rêvé, comment je le matérialise, de quoi je vais avoir besoin. Oui. Et là, on a tracé. Ça a été une locomotive. D'accord. Il ne s'est plus encombré. Ensuite, il est rentré dans le bureau du critique. Et là, il a commencé à faire critique positive et négative. Ça, c'est bien, ça existe déjà. Ça, c'était pas bien, ça, machin, etc. Et ensuite, il a refait un tour. Il est re-rentré dans le bureau du rêveur. Il y a des choses qu'il a éliminées, des choses qu'il a ajoutées. Il est revenu dans le bureau du réalisateur, c'était plus clair. Après les critiques, on avait plus. Et c'est comme ça, comme ça qu'il a créé, qu'il a vraiment été jusqu'au bout de son rêve. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé en PNL pour y arriver? Il n'a rien utilisé, parce qu'à la limite, je pense que ça n'existait même pas, ou en tout cas, c'est pas... Mais ce que vous considérez aujourd'hui comme de la PNL? Ce que je vous explique, c'est que cette méthode, en fait, cette technique, c'est une des stratégies utilisées en PNL, qu'on appelle d'ailleurs la technique Walt Disney. Elle a été modélisée. Okay. D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, je vais vous donner un exemple. J'ai monté ma boîte en faisant en formation cette technique Walt Disney. Parce que j'avais tout simplement un blocage. Je savais que j'avais tout. Vraiment que j'avais les moyens, etc. Mais je bloquais par rapport à tout ce qui était administratif. C'est tout bête, hein. C'est vraiment bête. Mais je me disais, ouais, mais ça c'est compliqué. Et puis surtout, j'ai pas envie de le faire. Donc je me trouvais des croyances, etc. En faisant cette stratégie, j'ai réalisé dans le bureau du réalisateur mais il y a des fiduciaires pour ça. Alors ça vous paraît bête, ce que je suis en train de dire. Mais dans la tête d'un entrepreneur qui se lance, un jeune entrepreneur, on s'en fait des montagnes. Mais ça, c'est une réflexion qu'on fait avec soi-même? Ou bien vous avez été guidé? Non, quand je vous dis en formation, c'est que justement, le formateur nous apprenait cette technique pour pouvoir ensuite soit l'utiliser pour soi-même, pour les autres, former. Et donc, on a testé en live. Donc, c'est vraiment une technique qu'on fait avec un accompagnateur. Parfait. Il vous guide, il vous fait rentrer dans le premier bureau, le deuxième, le troisième, etc. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la PNL. Yasmina Roulami, vous êtes consultante en conduite de changement et Zakaria Rachad, vous êtes coach et enseignant certifié en PNL. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. Les symptômes de la thyroïde, les troubles de la thyroïde, comment reconnaître? Eh bien, on en parle tout de suite avec vous, docteur Jamila Randi, médecin endocrinologue. Bonjour, docteur. Bonjour, Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, avant de parler de symptômes, on va quand même parler de ce jargon, en fait, de ces différentes appellations des problèmes de la thyroïde. On entend parler de goitre. On entend parler de thyroïde. Les gens disent « moi, j'ai la thyroïde »,« moi, j'ai le goitre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors justement, merci beaucoup Yasmine, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Et puis, la thyroïde est une glande qui n'est pas très connue par le public et qui n'est pas connue depuis très longtemps, parce qu'il y a 20 ans, personne ne savait qu'elle existait. Et justement, les gens ne savent pas comment la définir. Alors d'abord, il faut savoir que la thyroïde est une glande située à la base du cou. Elle est logée uniquement. Et c'est une glande comme toutes les glandes qui sécrètent des hormones thyroïdiennes, qui sont la T3 et la T4, on en reparlera en détail, et qui peut avoir des dysfonctionnements, à savoir une augmentation du volume, ça s'appelle un goitre, une hypothyroïdie quand il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, une hyperthyroïdie. Mais quand les patients disent j'ai la thyroïde, tout le monde a la thyroïde. C'est normal. C'est normal. Comme j'ai le cœur, tout le monde a. Exactement. Tout le monde a cette glande.
Le goitre, c'est quand il y a une augmentation du volume de la thyroïde. Alors, c'est vrai que le nom en arabe dialectal, les gens ne le connaissent pas. Donc, ils disent soit Indi le goitre quand ils parlent en arabe, ou bien j'ai la thyroïde. Mais tout le monde a une glande thyroïde. Tout le monde a une glande thyroïde. Alors, justement, cette glande, lorsqu'elle est, on va dire, perturbée, elle donne différents symptômes. Une nervosité, une fatigue, trouble de la mémoire, prise de poids, frilosité. Alors, ces signes donc, peuvent révéler un problème de la thyroïde. On va en parler, mais on rappelle peut-être un peu avant le rôle de cette glande. Alors, la thyroïde joue plusieurs rôles. Donc, comme toutes les glandes, vous avez l'hypophyse qui est le chef de toutes les glandes. Mais en fait, il y a un chef suprême qui est l'hypothalamus, mais on ne va pas en parler. Donc, on a, à la base du cerveau, on a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, qui donne des ordres à toutes les autres glandes, à savoir la thyroïde, les seins, les surrénales, les ovaires. Donc, ça, et les testicules chez l'homme. Ça, c'est toutes les glandes endocrines qui sécrètent des hormones. Donc, la thyroïde reçoit l'ordre de l'hypophyse pour sécréter des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont sécrétées par la thyroïde et passent dans le sang. Et elles ont un rôle au niveau de la peau, au niveau de l'humeur, de la thermorégulation, au niveau du cœur, au niveau de l'intestin, à plusieurs niveaux. Donc, même au niveau du développement physique et intellectuel. Un enfant qui naît sans thyroïde, parce que ça existe. C'est ce qu'on appelait le crétinisme. C'est des enfants qui ne se développent ni physiquement ni intellectuellement. Ils sont nains. Et bon, crétin, je n'aime pas ce terme, mais on a appelé comme ça au départ. Et donc, c'est des petits rôles à différents niveaux de l'organisme. Et quand il y a un dysfonctionnement en hyper ou en hypo, soit on a une accélération de tout ce que j'ai cité, soit un ralentissement. Ou alors, ça c'est au niveau du fonctionnement de la glande. Maintenant, on peut avoir des troubles au niveau du développement de la glande, c'est-à-dire l'augmente de volume et le développe des nodules, sans qu'il y ait de troubles fonctionnels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le goitre ou le goitre nodulaire. D'accord. Alors, maintenant, certains symptômes peuvent apparaître. Vous l'avez dit, ils peuvent être vraiment très larges et toucher l'organisme entier, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de l'humeur, que ce soit au niveau des intestins. Comment on sait qu'il faut aller vers un endocrinologue? Alors, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le dosage hormonal, déjà les dosages hormonaux sont récents par rapport au reste des dosages en médecine. Les dosages hormonaux se faisaient en radioimmunologie, c'était difficile d'avoir un dosage hormonal, alors que maintenant ça se fait très couramment dans tous les laboratoires. Donc avant, on ne le faisait pas systématiquement. Les personnes qui ont une fatigue, parce que bon, une fatigue, on peut l'avoir sans avoir de problème thyroïdien. On peut être ralenti, on peut avoir une petite déprime. Tout ça, ce n'est pas des signes spécifiques de la thyroïde. Bon, maintenant, si on a une constipation, une chute des cheveux, une déprime, une prise de poids, parfois on a ce qu'on appelle une raréfaction des sourcils. On a la chute des cheveux et des sourcils. On peut, si on a tous ces signes, le médecin peut penser à la thyroïde. Mais si on a tous ces signes sur une période de temps donnée? Il n'y a pas de période donnée parce que ça dépend des personnes. Mais il faut savoir que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on ne faisait pas le diagnostic facilement parce que les dosages hormonaux ne se faisaient pas couramment. Il faut savoir que les dosages hormonaux, c'est des dosages très récents par rapport au reste des bilans qu'on fait en médecine. Donc avant, quand on avait tous les signes ou la majorité des signes cliniques de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie, à savoir des signes au niveau de la peau, de l'humeur, de la thermorégulation, etc. Parce que quand on a une hypo, tout est ralenti. Donc on est constipé, on a un métabolisme ralenti, on prend du poids, on a une chute des cheveux, on a une petite déprime. Quand on a une hyperthyroïdie, c'est l'inverse. On est excité, on perd du poids, on a une tachycardie, le cœur qui s'accélère. Donc ces signes, il fallait que le médecin y pense quand la personne consulte pour... le médecin généraliste? Le médecin généraliste d'abord, qui bien sûr adresse le patient au spécialiste. Mais actuellement, on n'a plus ce problème parce que le dosage de la TSH fait partie des bilans de routine. Ça fait partie du bilan standard. Quand une personne va chez un médecin pour un bilan de santé, en général, il y a toujours la TSH. Elle est mesurée à partir de quel âge? Quand vous dites on fait un bilan et on intègre forcément cet indicateur, c'est vers quel âge plutôt?
Alors, un tout petit mot sur l'hypothyroïdie de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui naissent sans thyroïde, c'est très très rare. Le crétinisme, c'est des enfants qui ne se développent ni physiquement ni intellectuellement. Là, le dépistage doit se faire à la naissance parce qu'il y a des signes. Bon, on ne va pas les détailler parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, en principe, le dosage de la TSH doit se faire à la naissance. D'accord. Pour éliminer une hypothyroïdie congénitale. À la demande des parents ou Non, normalement, ça devrait faire partie des bilans. Bon, maintenant, ça ne se fait pas couramment. Absolument. Dans certains pays, oui, mais bon. Alors maintenant, pour l'adulte et même l'enfant, il y a des enfants qui font des hypothyroïdies. Chez les enfants, le dosage n'est pas systématique, mais chez l'adulte, à partir de 40-50 ans, surtout chez les femmes, parce que c'est plus fréquent chez les femmes, surtout l'hypothyroïdie, eh bien, on fait le dosage à partir de 40-50 ans. Mais dès qu'il y a plusieurs signes cliniques qui rappellent un dysfonctionnement de la thyroïde, il faut penser au dosage de la TSH. J'aimerais bien qu'on insiste quand même sur ces signes cliniques. Ils sont tellement larges que j'ai l'impression que ça peut un petit peu désorienter la personne. Avoir un problème au niveau de la peau, une peau un petit peu desséchée, si c'est associé à une chute de cheveux, on peut se dire oui, bon, ben, c'est l'automne peut-être, c'est une chute de cheveux saisonnière, ma peau après un coup, après les coups de soleil de l'été, donc c'est pour ça qu'elle est un peu desséchée. Et donc on se dit pas forcément peut-être que j'ai un problème au niveau de la thyroïde, peut-être qu'il y a un dérèglement. Justement. Alors d'abord, il faut savoir que au niveau du dysfonctionnement thyroïdien, vous avez tout ce qui est morphologique qui ne donne pas de signes cliniques. Quand on a une augmentation du volume de la thyroïde qu'on appelle goitre, s'il n'y a pas de dysfonctionnement hormonal, la personne ne ressent rien, sauf si on voit une tuméfaction au niveau du cou. Parfois, ce qu'on appelle les nodules thyroïdiens, c'est des petites boules qui se développent à l'intérieur de la thyroïde, qui sont généralement bénins, mais qui peuvent être malins dans un faible pourcentage. Donc ça, c'est soit la personne elle-même qui le sent, soit au cours d'un examen ORL ou un examen chez le généraliste, ou parfois même chez nous. Moi, j'ai des personnes qui viennent pour le poids ou pour autre chose, je palpe le cou et je trouve des nodules. Ça, c'est parlant quand c'est très gros, quand il y a les goitres endémiques dans des régions où il n'y a pas d'iode, etc. Mais ça peut passer inaperçu et être découvert fortuitement. Mais il n'y a pas de signes cliniques. Donc ça, c'est un volet à part. Maintenant, les dysfonctionnements hormonaux, c'est-à-dire soit on a une hyperthyroïdie, donc la thyroïde qui s'emballe et qui sécrète trop d'hormones thyroïdiennes, et là, c'est d'abord le premier signe, parce que les patients vont chez le cardiologue. Le premier signe, c'est les palpitations, la tachycardie, donc le rythme cardiaque qui s'accélère, et bien sûr, ça inquiète les patients. Après, vous avez d'autres signes, une hypernervosité, une perte de poids inexpliquée avec un appétit normal, voire même augmenté. Donc, tout est accéléré. C'est comme une machine qu'on a accélérée. La personne est hyper nerveuse. Parfois, on fait le diagnostic avant même de parler avec la personne parce qu'elle est, elle est maigre. Elle est en agitation. Elle est en agitation un petit peu. On dit qu'au niveau des yeux aussi, ça se voit. Alors justement, il y a un type d'hyperthyroïdie qui s'appelle la maladie de base d'eau du nom du monsieur qui l'a découverte. Et qui atteint les yeux aussi, parce qu'elle est d'origine auto-immune. Si vous voulez, on peut en parler après. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle une exophtalmie, c'est-à-dire les yeux qui sortent. Et c'est une maladie un petit peu difficile à traiter, le traitement est long, etc. Donc ce n'est pas un simple problème de thyroïde, ce n'est pas un simple problème de thyroïde. Quand c'est une maladie auto-immune, non, ça ne se limite pas uniquement à la thyroïde. Donc ça, c'est les hyperthyroïdies. Maintenant, l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. C'est le ralentissement de toutes les fonctions dont on a parlé. C'est des personnes qui sont fatiguées, une fatigue inexpliquée dès le réveil, des personnes qui sont un petit peu déprimées, qui prennent du poids facilement, qui sont un petit peu bouffies. Bon, moi, j'ai vu un seul cas d'extrême, l'hypothyroïdie à l'extrême, c'est ce qu'on appelle le myxœdème. C'est des personnes carrément qui n'arrivent même plus à bouger, qui ont la langue qui grossit, qui sont complètement bouffies. Et ça s'installe très vite ? Non, l'hyperthyroïdie est plus rapide que l'hypothyroïdie, mais l'hypothyroïdie s'installe de façon très insidieuse. Et c'est pour ça que le diagnostic n'est pas fait très vite si la personne ne fait pas des bilans systématiques. Une petite déprime, on peut se dire, qui n'en a pas de temps en temps. La chute des cheveux dans certaines... au cours de certaines saisons, même ce qu'on appelle le signe du queue de sourcil. Quand on s'épile, parfois on ne s'en rend pas compte.
Le signe du queue de sourcil, c'est quoi exactement? C'est une perte de cette partie des sourcils, d'accord. Ce qui est assez pathognomonique de l'hypothyroïdie. D'accord. Le cœur qui se ralentit un petit peu, mais quand le cœur se ralentit, on ne le sent pas. On sent comme des palpitations. Alors les gens vont vous dire, j'ai le cœur qui s'accélère, mais en fait on prend le pouls, il est ralenti dans l'hypothyroïdie, la sécheresse de la peau, un ralentissement du transit. Donc c'est un ralentissement de tout l'organisme. Et c'est vrai que l'hypothyroïdie est diagnostiquée un peu plus tardivement que l'hyper, parce que justement, c'est des signes qu'on peut retrouver même en dehors de toute pathologie. Et c'est pour ça que le dosage de la TSH est très important quand les gens vont faire des bilans de santé. Merci beaucoup, Dr Jamila Rendi. Vous êtes médecin endocrinologue. Merci de nous avoir expliqué les symptômes du dysfonctionnement de la glande thyroïde. À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb, mais aussi sur Médien TV. À bientôt.